Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une institution de la cybersécurité puisque nous recevons Marc Bramy, avec qui nous allons parler de Global Security Mag. Bonjour Marc. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Marc, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc, je suis Marc Bramy. Je suis donc le fondateur de Global Security Mag. C'est un magazine qui est un magazine sur la cybersécurité, les data centers, et j'y tiens. Donc un magazine papier, un site web et aussi un événement qui s'appelle les GSD qui a été fondé il y a 13 ans maintenant. Et justement, comment est-ce que tu l'as fondé ? Alors, si je veux le faire vite, en fait, je suis dans le domaine de la sécurité informatique, donc ça ne s'appelait pas cybersécurité à l'époque, du temps de Netcost and Security, qui avait été fondé par Jean-Philippe Bichard, que vous avez peut-être connu. Et il avait à l'époque une lettre qui était une lettre confidentielle envoyée par fax. Et un jour, j'ai été le voir en lui proposant de faire un magazine trimestriel sur les réseaux. Et il m'a dit, ouais, mais on va parler de sécurité. Je ne voyais pas exactement ce que c'était. Donc il m'a expliqué qu'à l'époque, il y avait des petits malins qui hackaient les entreprises pour pouvoir après se faire recruter en montrant qu'ils étaient très bons et qu'il y avait des failles de sécurité dans les systèmes informatiques de l'époque. Et donc, j'ai commencé comme ça, et puis ce magazine-là s'est arrêté. C'était en quelle année ça, Marc ? En 1992. Donc ça date. Hein. Je pense que, c'est pour resituer un peu le contexte. Oui. Et puis, donc, il s'est arrêté en 2000. Et puis, j'ai tourné pendant 3 ans en me disant que c'était quand même un bon créneau, la sécurité. Et j'ai fait un autre magazine qui s'appelait MagSecure, avec un associé avec qui on a eu un différend profond, on va dire. Et en 2007, j'ai fondé Global Security Mag, suite aux différends que j'avais eu avec lui. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce magazine ? Alors, dans ce magazine, sur le site web, on trouve un peu une remise en forme des communiqués de presse, des comptes rendus d'événements et un agenda, des vulnérabilités. Il y a en fait 120 000 articles publiés à ce jour. Donc, c'est une longue histoire, hein. Et dans le magazine papier, donc on a un rubricage qui a évolué à travers le temps. Au départ, on parlait de la cybersécurité dans un pays. On choisissait en fonction des rencontres. Puis, une fois qu'on a épuisé un peu la plupart des pays où on faisait de la sécurité informatique, on a arrêté cette rubrique et on a essayé d'interviewer des personnalités du monde politique, comme le directeur général de l'ANSSI, la présidente de la CNIL, des sénateurs, des députés, etc. Et puis après, on a une rubrique juridique qui est toujours faite par Olivier Iteanu, qui est assez connu dans le domaine, hein. On a une rubrique, alors avec l'avènement du RGPD, on a fait une rubrique spécialement dédiée au RGPD, et qui est généralement rédigée avec des experts de la CNIL, du CLUSIF et de la FCDP. Après, on choisit un thème. Donc, on a une rubrique qui s'appelle Théma. Donc, en fonction du thème, on interviewe des experts, souvent des consultants. On a monté une rubrique qui s'appelle Malware Buster. Donc, c'est les chasseurs de malware. Et c'est souvent des éditeurs qui ne parlent pas de leurs produits, mais qui parlent de ce qu'ils ont vu dans leur honeypot comme type d'attaque,
ou bien on leur pose des questions autour du sujet qu'on a choisi pour le thème. On a monté une rubrique il y a 3 ans qui s'appelle « Dans la peau d'un RSSI ». Donc on fait témoigner un RSSI qui donne son point de vue sur le métier. On a aussi une rubrique qui va risk management. On a une rubrique aussi technique sur un peu à la façon de MISC, mais disons plus vulgarisé. Et enfin, on finit par... on a un quiz qui est devenu assez célèbre, surtout le dernier là, qu'on a fait. Donc c'est un quiz qui est à la fois amusant, où les réponses sont à la fin, et qui se veut pédagogique. Donc on essaye de faire rire et puis de faire prendre conscience aux gens des bonnes pratiques. Et on finit sur la rubrique Data Center, parce que pour moi, la cybersécurité, en fait, ça commence par le Data Center. Alors elle est à la fin, parce que les gens ils comprendraient pas qu'elle soit au début. Mais sans un bon Data Center bien sécurisé, on peut avoir tous les firewalls et tous les équipements de sécurité du monde. Ça sert à rien. On a vu combien de fois des pentesters partir avec le matériel des boîtes. Ou un bon sécateur. Et puis il y a le fameux calendrier. Et il y a alors, ça c'est une fois par an, on fait un calendrier des événements de sécurité. Comme une fois par an aussi, on fait une cartographie des data centers en France, à Monaco et au Luxembourg. Donc, tu as parlé du site web du magazine, mais il y a aussi la conférence annuelle, le GS Days, dont tu n'as pas parlé encore. Alors, les GS Days, ça, c'est né d'une discussion que j'avais eue avec Caroline Moulin, qui était à l'époque la directrice d'InfoSecurity Paris, et qui se plaignait que les visiteurs ne venaient plus beaucoup à son salon. Donc, je lui avais proposé, à l'intérieur du salon, de faire une conférence sur une journée où on aurait des experts indépendants qui viendraient faire prêcher la bonne parole, on va dire. Bon, malheureusement, l'année où elle m'a donné son accord, eh bien, le salon s'est arrêté. Donc, j'ai tâtonné un peu, j'ai réfléchi, et puis j'ai créé cet événement qui a la particularité d'avoir des conférences exclusivement en français. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des experts en cybersécurité francophones. Donc, on n'accepte pas les conférences en anglais, par principe. On peut avoir des conférenciers qui viennent de Suisse, du Luxembourg, voire du Canada, ou d'autres pays francophones, mais il faut absolument qu'ils parlent en français, que les slides soient en français, etc. Et pourquoi GS? Alors on va dire que c'est Global Security, mais j'avais fait la blague de dire que c'est Gaulois Sécurité Days. Herbert Schauer aurait pu être ton conseiller sur cette idée de conférence 100% en français. Il était justement, je l'avais coopté pour être dans mon comité de programme dès la première édition, avec d'autres. Et tu penses bien à un truc francophone, je ne pouvais pas rater ça. Alors, le magazine, il est diffusé à combien d'exemplaires? Alors, la version papier, elle est tirée et diffusée à 5000 exemplaires, intégralement. Et il y a plusieurs années, j'ai fait une version PDF, bien avant le Covid, et j'ai trouvé une astuce en le quasiment donnant à des grandes entreprises. Ils le payent 20 € pour une diffusion illimitée au sein de leur entreprise. Donc l'objectif, c'était d'avoir le maximum de lecteurs pour pouvoir améliorer la rentabilité du magazine sur le côté publicitaire. Et donc comme ça, j'ai eu des très très grands comptes qui ont adhéré à l'idée, comme la SNCF, le groupe La Poste, le groupe Accor, Crédit Agricole. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'avec la version PDF qui est diffusée dans tout un tas de grandes entreprises, il ne faut pas croire qu'il n'y a que 5000 numéros,
mais le PDF, il y en a des milliers et des milliers, donc il y a beaucoup plus de lecteurs que les 5000 numéros. Et finalement, il n'y a pas tant de dinosaures comme moi qui ne lisent les journaux qu'en papier Alors, tranquille. oui et non. Oui, parce que la version PDF, j'avais calculé que normalement, elle était diffusée à près de 200 000 personnes. Donc, ce qui est considérable. Hein. Ah ben c'est la taille de la cybersécurité en France. Globalement, hein, parce qu'en fait, les RSSI en question qui ont accepté ma proposition, eh bien, ils avaient dans le deal de le diffuser à tout le monde au sein de l'entreprise comme outil de sensibilisation. Comme les articles sont... Enfin, il faut savoir lire le français pour pouvoir les lire, à mon avis. Après, on comprend. Hein. Moi, j'ai un très bon copain qui est dentiste à Lyon, qui l'a lu à plusieurs reprises et qui m'a demandé un abonnement pour le mettre dans sa salle d'attente parce qu'il est juste à côté de la Pardieu et il a pas mal d'informaticiens qui viennent dans la salle d'attente et qui lisent le magazine. Donc c'est et lui, il arrive à le lire alors qu'il est dentiste et l'informatique, c'est vraiment pas sa tasse de thé comme beaucoup de personnel de santé. Et le magazine papier a une particularité aussi, c'est qu'il va s'arrêter au profit exclusivement de la version électronique. Non, au profit de... Oui, que le site web. Tu veux dire qu'au FIC, on n'aura plus accès au magazine papier ? Alors oui, le magazine, j'ai décidé de l'arrêter au 31 décembre 2021, pour plusieurs raisons. Hein. Et donc, il n'y aura plus ni le calendrier, ni la cartographie des data centers, ni tout le contenu du magazine. Donc, c'est un épisode historique que nous enregistrons ici. En tout cas, c'est une nouvelle... Oui, mais historique, c'est un grand mot. Mais... Bon, est-ce que tu arrêtes parce que c'est l'heure de la retraite ? Est-ce que tu arrêtes parce que la cybersécurité, avec un journal papier, ça n'a plus d'avenir ? Est-ce que tu arrêtes parce que c'est trop difficile de trouver des sponsors ? Alors, aucune des trois raisons en vérité. Ce qui m'a conduit à l'arrêter, c'est que la première raison, c'est que mon maquettiste, il est parti à la retraite. Et ça fait 30 ans que je travaille avec lui. On est un vieux couple. Hein. Je le connais depuis 1992. Donc ça date vraiment. Et j'avais pas envie de reprendre un maquettiste et de repartir à zéro. Et puis, c'est vrai que j'ai déjà 62 ans passés. Donc, c'est tout jeune, ça. Attends, c'est au début de la quarantaine maintenant, aujourd'hui, à 60 ans. Mais j'ai envie de profiter un peu de la vie, pas m'arrêter de demain. Tu sais que la retraite, c'est 67 maintenant. Ça a été repoussé. Puis, là, tu donnes raison à Nicolas, quoi. La cybersécurité est un échec. Attends, non, mais tu peux pas t'arrêter. La preuve que si. Non, mais là, tu peux pas. Il faut que Nicolas ait tort sur sa devise. Non, mais je n'arrête que le magazine papier. Donc, le site web va continuer, les GSD vont continuer. D'ailleurs, j'ai même un projet de faire une version lyonnaise en 2023. Donc, ça ne s'arrête pas du tout. L'idée, c'est de ralentir un peu mon rythme de travail. Bon. Et puis aussi... j'avais pas envie de continuer à travailler comme ça parce que c'est vraiment très très prenant. Hein. Le magazine papier, ça me prend, même si je l'écrivais à la fin de moins en moins, que juste je m'occupais plutôt de relire et de revalider les textes avec Emmanuel Lamandé, avec qui j'ai collaboré pendant 15 ans, à qui j'ai passé la main de plus en plus. Sur le magazine papier, mais quand même c'était très très promenant, la recherche des sponsors, la recherche des thèmes, de relire, au bout d'un moment, moi j'ai commencé dans ce métier en 1981, donc il y avait un grand nombre de personnes qui n'étaient pas nées à mon avis. Ça fait un bout de temps que j'écris des trucs dans différents domaines.
Tu as commencé avec le virus Brain, c'était un tout petit Alors, à l'époque, je travaillais pas sur... je travaillais plutôt pour des magazines dans le bâtiment. Donc, c'était un peu différent. Il y avait d'autres types de problèmes. Hein. Mais ça fait quand même 41 ans que j'écris des trucs. Au bout d'un moment, je suis pas un mordu du travail comme certains peuvent le penser. Je suis un peu cossard en vérité et partisan du moindre effort. Après toutes ces années dans le milieu de la cybersécurité, tu dois en avoir vu des vertes et des pas mûres, non ? Ah ben, j'ai vu plein de trucs, effectivement. Emmanuel Lamandé, là, elle me disait, juste avant qu'on se sépare, qu'elle avait, en 15 ans, jamais eu le temps de s'ennuyer avec moi. Tellement il y avait eu de trucs incroyables qui m'arrivaient sans arrêt. Et du coup, qui lui arrivaient par rebond, hein, parce que elle se sentait aussi concernée. Qu'est-ce qui vous est arrivé d'incroyable ? On a l'épisode de la Black Hat conférence. Ah ouais, ça c'est quand même fabuleux, ça. L'épisode le plus incroyable et délirant. Ta fuite des États-Unis. Alors explique aux auditeurs. Donc voilà ce qui s'est passé. J'avais à l'époque négocié avec les organisateurs de la Black Hat d'avoir 14 places gratuites pour emmener des gens avec moi. Donc j'avais emmené à l'époque, je crois, 2 collaborateurs de chez Hervé. Ouais. Il y avait deux gars de chez MBS System. Il y avait des mecs de chez... Bon, en gros, il y avait un certain nombre de... Voilà, il y avait des gens XMCO, NBS, anciennement HSC, que des gens bien. Super VIP, l'ancien RSSI de Decra Veritas, là, et puis une autre personne qui s'appelle qui est assez connue dans le milieu. Et il a rien... au début de la Black Hat, il me dit « Tiens, passe-moi des cartes de visite au cas on me demande pour qui je travaille. » Bon, moi, je lui donne des cartes. Il n'en avait pas de chez moi, puisqu'il ne travaillait pas. Il travaillait pas du tout chez moi. Hein. Parfois, je l'interviewais pour certains articles, mais bon, pas plus, quoi. Et la bonne idée qu'il a eue, c'est de hacker... Même pas hacker, il a passé Cain et Abel dans la salle de presse qui était réputée Arbor Safe, là. Et il a été dénoncé des journalistes, un de eWeek, je crois, et l'autre de CNN, modestement, en disant qu'ils n'avaient pas bien sécurisé leur accès. Alors, il faut rappeler aux auditeurs qu'à la Wall of Ship, ils voulaient dénoncer pour qu'ils soient dénoncés sur le Wall of Ship en plus. Voilà, à la Black Hat, il y a un Wall of Ship, donc le mur des moutons, mais ça ne concerne que le réseau de la Black Hat elle-même, pour dénoncer ceux qui n'ont pas sécurisé leur ordinateur sur le réseau de la Black Hat. Et Mauro Israël, il a fait ça sur un réseau complètement à part, dédié aux journalistes. Et en plus, il était avec le câble. Hein. C'est même pas en Wi-Fi. Il s'est carrément il a mis un câble, il s'est mis sur le réseau des journalistes, et vas-y. Et il a passé Cain et Abel, et il a vu tous ceux qui n'avaient pas sécurisé, et il a été les dénoncer. Et quand on lui a demandé, mais pour qui il travaillait, il a dit, je travaille pour Marc Bramy, Global Security, tiens, voilà sa carte. Donc les organisateurs de la Black Hat, ils m'ont cherché partout, ils m'ont attrapé, ils m'ont déchiré mon badge, le sien aussi, et puis celui du troisième mec, là, qui s'appelle Junio. Et ils nous ont interdit à vie de revenir à la Black Hat. Et ils ont dit qu'ils allaient déposer plainte. Donc, ce qui était assez rock'n'roll pour moi. Donc, j'ai même un ami qui s'appelle Olivier Cadic, qui est sénateur des Français à l'étranger et qui est aussi questeur pour les questions de cybersécurité maintenant au Sénat, qui m'a appelé de Londres en me disant « Sauve-toi vite, parce qu'ils vont te mettre en prison, les Américains, dès lundi. » Moi, je devais passer mes vacances aux États-Unis. J'ai pris un billet. J'étais avec ma femme et mon fils. Et on est reparti en France direct. Enfin bon, ça a été... Et donc, j'ai eu je ne sais pas combien de milliers d'articles qui m'ont dit que j'étais un méchant garçon, que j'étais un hacker vraiment pas éthique et compagnie.
Enfin bon, c'était un massacre à la tronçonneuse. J'ai eu des articles dans toutes les langues de la Terre. Hein. J'ai vu du coréen, du chinois, de l'hébreu, de l'arabe. La foudre. Et est-ce que tu as pu retourner aux États-Unis suite à ça ? Ouais, je suis retourné parce que j'avais mes filles qui vivaient là-bas. Donc, j'ai attendu que l'orage passe. Hein, et puis, je suis retourné il y a quelques années. Bon, j'ai pas eu de problème. Mais ils n'ont pas déposé plainte, je crois, à la fin, à la Black Hat. En fait, chaque année, ils aiment bien trouver un mouton noir. Pour faire du bruit, un mouton noir, là. Et pas de bol, c'est tombé sur ma tête. Voilà, ça, c'était un... Bah non, t'es devenu une légende grâce à ça. Ah ben ouais, parce que j'ai même la CEO d'une boîte américaine qui m'a rencontré à Paris et qui m'a demandé de lui dédicacer le magazine en tant qu'ancien pirate de la Black Hat. On croit rêver. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que les ordinateurs, ils ont peur de moi, mais je serais incapable de les hacker. Peut-être il faut préciser pour les jeunes auditeurs que Cain et Abel était un outil d'arf spoofing pour Windows fait par un Italien, mais je crois que c'est plus maintenu, plus supporté aujourd'hui. Depuis quelques décennies. Voilà. Ce qui ne nous rajeunit pas, messieurs. Bon, est-ce que tu as eu d'autres occasions de bien rigoler ? Oh, bah ouais, on a eu un GSD où Emmanuel s'était cassé le pied juste avant et moi, je m'étais fait une entorse au genou. Donc, on descend de la voiture tous les deux en béquille et les gens, ils nous voient arriver sur des béquilles les deux au GSD en se demandant comment on allait faire pour organiser tout ce bazar. Oui, alors à l'époque, l'espace Saint-Martin était particulièrement inadapté aux gens incapables de monter les escaliers. Donc il faut aussi rappeler aux auditeurs que c'était un des rares endroits qui n'étaient pas encore aux normes en matière d'accessibilité aux personnes handicapées. Ben, on avait le droit qu'au monte charge et puis à la fin, pour manger, il fallait se taper avec les béquilles les escaliers en colimaçon, ce qui était assez rock'n'roll. Hein. Enfin bon. Ça, c'est un autre épisode assez rigolo, quoi. Et puis, j'en ai un troisième pas mal aussi pour les 10 ans des GSD. Je crois qu'Hervé doit s'en rappeler. Je suis arrivé avec le bras en écharpe et dans un fauteuil roulant parce que j'avais un plâtre au pied. Dans une même chute, j'ai réussi à m'arracher les tendons des deux bras et à me casser le pied, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, quand je suis arrivé pour les 10 ans, je pouvais à peine lever ma coupe de champagne du bras gauche pour pouvoir se trinquer avec les gens. C'était une très, 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 très belle fête, les 10 ans des GSD. Ouais. Bon, mais on ne pourra pas fêter les 20 ans. Ah, pas sûr. Hein. J'ai pas dit que j'arrêtais. Ah oui, c'est que le magazine qui s'arrête. Il n'y a que le magazine papier qui s'arrête. Hein. Je tiens à le souligner. Et comment font les auditeurs pour s'abonner au magazine électronique ? Comment ils font pour le recevoir, le PDF ? Le PDF, ils payent. Ils vont sur le site, il y a un système de paiement en ligne, et puis ou bien ils m'envoient un chèque, ou bien ils m'envoient un mail, et je leur envoie le magazine en PDF avec une facture. Donc, c'est simple. Et est-ce que tu auras un message à faire passer aux auditeurs de No Limit Sécu qui, je sais pas, voudraient t'aider ou voudraient contribuer ? Est-ce que tu cherches du monde ? Comment Alors, aujourd'hui, je cherche plus personne. Je vais être tranquille, là, pour les années qui me restent. Je pense que d'ici 4 ans, j'ai essayé de trouver un repreneur qui reprendrait le site, les GSD, parce que je pense que c'est un peu dommage de tout arrêter comme ça. Moi, j'ai demandé autour de moi à ma famille, j'ai pourtant 3 enfants, une demi-douzaine de neveux au moins. Il n'y en a pas un qui est dans l'informatique, qui s'intéresse. Donc, effectivement, je pense que d'ici 4 ans, j'ai réellement cherché quelqu'un pour reprendre le site. Il y a quand même à aujourd'hui plus de 110 000 articles. Ça serait dommage de perdre un peu cette histoire. Un peu, C'est énorme, 110 000 articles dans le domaine de la cybersécurité et des data centers, c'est une archive. Ben voilà, là par exemple. Et francophone, à ce que tu nous disais. Comment ? Ils sont francophones, les articles. Alors, le site, il est en 2 langues. Hein. Il est en français et en anglais. Et par contre, les 3 quarts des bons articles, ils sont plutôt en français.
Alors pourquoi je l'ai fait en anglais et en français? Parce qu'à l'époque déjà de MacSecure, je recevais des communiqués qui étaient souvent pas traduits. Et au début, j'ai commencé à m'amuser à les traduire, mais c'est quand même compliqué de traduire ce genre d'articles. Et quand j'ai fondé Global Security Mag, je me suis dit, mais ces articles, on ne va pas les perdre, on va les passer dans la version anglaise. Donc il y a bien une séparation entre les deux, français, anglais. Mais la version française, elle est beaucoup plus aboutie. Et puis là, par exemple, en début d'année, parce que les gens, ils pleuraient, entre autres, à chaudes larmes pour certains, que la partie sur les data centers, où je fais la cartographie des data centers, elle disparaisse. Donc j'ai entrepris de tout basculer sur le site web. Et bien, on m'en a pris parce qu'en une journée, j'ai eu 10 000 visiteurs supplémentaires par rapport à l'habitude. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire. J'ai été surpris, j'ai vu un pic de connexion dans la nuit de dimanche à lundi, là, entre le 3 et c'était dimanche 3. Enfin, voilà. Et j'ai eu un pic de connexion incroyable, quoi. Mais si c'est la nuit, c'est probablement les Russes qui cherchaient des centres à détruire. Non, c'était les Chinois, j'en suis sûr. Attends. Non, les Chinois, ça y est, on les a eu aussi, ceux-là. On a eu les Coréens, nous, par contre, sur le dos à un moment. Ah bon? Ils se sont amusés à faire un DDoS sur le site. Je ne sais pas ce qu'on avait pu dire qui leur a pas plu, mais on s'est retrouvés avec une véritable attaque. On a été obligé de changer les serveurs carrément. Mais comment tu sais que ce sont les Coréens? C'est mon administrateur qui avait repéré que c'était des... Ah oui, mais enfin, l'attribution, c'est très compliqué. C'est des Coréens du Nord? Ouais. Mais à l'époque, il était certain. Bon, il ne peut plus témoigner parce que le pauvre, il nous a quittés en 2021. Mais il était sûr et certain donc que... plus personne n'osera dire que c'est les Coréens du Nord. Hein. Bah moi, je le dis. Parce que c'est ce qu'il m'avait dit. Même pas peur. Et les relations entre experts sécurité et journalistes, ça a toujours été une histoire d'amour-haine. Alors mais moi, comment tu nous vois, toi, en tant que journaliste? Est-ce qu'on est fous? Est-ce qu'on est... Alors non, moi, j'adore les experts sécurité parce que, en fait, j'ai un système pour les faire parler qui les rend très à l'aise. Je leur tends jamais un micro en leur disant « Vas-y, dis-moi ce que tu penses ». Je leur tends des questions en leur disant « Vas-y, réfléchis sur les réponses ». Et ça, ils adorent. Parce qu'ils prennent le temps, ils ne sont pas bousculés, et ils me donnent des réponses qui sont vraiment au top de ce qu'on peut avoir. Et j'avais calculé qu'on a collaboré avec plus de 200 experts sécu de 2007 à aujourd'hui. C'est énorme, hein. D'ailleurs, même Nicolas, il a contribué. Hervé aussi, n'est-ce pas? Mais Hervé, il est un peu comme une star en ce moment. Hein. Il se fait prier. Il faut lui faire des couscous pour qu'il accepte de témoigner. Mais voilà, ce que je veux raconter comme anecdote. C'est que oui, effectivement, j'ai déjeuné un excellent couscous chez Marc. Mais l'anecdote n'est pas là, Hervé. Ce qu'on m'a dit, c'est que tu l'avais en plus pris en photo et Instagrammé. Donc ça, c'est impardonnable, par contre. Non, pas du tout. Instagrammé. Non, j'ai même pas Instagram, alors. Ou tweeter, ou peu importe, ou mastodonter, tousser, je sais pas comment on dit. De toute manière, si on veut retrouver Hervé, il suffit de chercher un bon restaurant. Non, c'était sur des canaux privés. Mais on a les photos. Par contre, je reconnais que oui, un bon déjeuner, un bon restaurant, avec moi, ça peut marcher. Et alors Marc, ça fait quelle sensation finalement de te retrouver de l'autre côté du micro? Ça me gêne pas beaucoup en vérité. Et justement, alors si tu étais à notre place, quelle question tu te poserais? C'est une bonne question, ça. Quelle question je me poserais? Je suis pris à froid, là. D'habitude, quand on est face à des policiers, on attend les questions. Hein. C'est pas moi qui pose des questions aux policiers. Au contraire, si tu veux te défendre du policier, il ne faut jamais répondre à ses questions et toujours prendre le temps de réfléchir à la question que tu vas poser au policier.
répondre à une peut-être question par une question, c'est effectivement... C'est fourbe. Tu ne confonds pas avec les hommes politiques, Hervé ? Ouais, je pense, moi. Je ne suis pas Georges Marchais. Hein. Vous venez avec vos questions, je reviens avec mes réponses. Ça, c'est pas mon style. Ok, Marc, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Je pense que depuis tout ce temps-là, le problème qu'il y a dans la cybersécurité, c'est que les gens, ils n'ont toujours pas compris les bonnes procédures à mettre en œuvre. On leur répète sans arrêt ce qu'il faut faire et ils ne le font pas. Au bout d'un moment, c'est même lassant. Et dans les conférences, moi j'y vais de moins en moins parce que j'entends toujours la même chose. Surtout des plus grands experts reconnus en France. Ils répètent toujours la même chose, on dirait que les gens ils sont sourds. Alors je ne dis pas qu'ils ont tort, mais au bout d'un moment, on apprend... Enfin, je me sens un peu vieux maintenant, mais effectivement, je n'apprends plus rien. Quand je vais dans une conf de sécu, j'entends toujours la même chose. Donc je vois plus beaucoup de... Il y a quand même... il n'y a rien qui se renouvelle vraiment, quoi. Alors bon, les hommes... C'est que ça marche. Hein. Attends, il y a quand même une chose qu'on doit reconnaître. Si on dit tout le temps la même chose, un mot de passe faible, les gens ils continuent toujours à mettre des mots de passe faibles. Un faux site de phishing, ça marche super bien. Pourquoi tu vas inventer quelque chose de nouveau alors que tu fais un max de pognon déjà sur ce genre de truc ? T'as pas besoin, honnêtement. Et puis, l'utilisateur est quand même né pour cliquer. Microsoft nous a tous appris ça, quoi. On doit cliquer. Ouais, faudrait peut-être arrêter de cliquer, quoi, un peu. Ne cliquez plus. Et puis, il faut que les gens, ils reviennent dans la vie réelle. J'étais très surpris pendant le Covid, là. Eh bien, tout d'un coup, j'ai eu un pic d'abonnés à la version papier du magazine. Et quand je demandais aux gens pourquoi ils s'abonnaient au papier plutôt qu'au PDF qu'ils allaient recevoir en 2 minutes, ils me disaient parce qu'on a marre. On en a marre des Teams, des réunions en vidéo, des trucs. On préfère de lire des PDF toute la journée à l'écran. On préfère prendre ton journal et le lire tranquillement. Alors, je ne sais pas où ils le lisaient, ou peut-être aux toilettes ou dans leur lit, mais... c'est un endroit sacré, s'il te plaît. Oui, justement. C'est l'endroit sacré pour apprendre les nouvelles technologies. D'ailleurs, chez NBS System, à l'époque, j'arrive chez eux, je leur demande d'aller aux toilettes et je vois les piles de magazines là-dedans. Je fais, c'est bien les gars, vous me mettez au shot, vous êtes vraiment sympas. Ils m'ont dit, c'est le meilleur endroit, on n'est pas dérangé. Ça peut être le mot de la fin. Ah ouais, ça peut être le mot de la fin, effectivement. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De rien. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.